C'est notre deuxième. Donc le point 2.2, contrainte critique de l'air. Voilà. Comment calculer la contrainte critique de l'air? On dit, désignons par sigma CE, c'est ça même la contrainte critique de l'air. Contrainte critique de l'air. Nous avons aussi A qui est la section de la pièce. C'est la section de la pièce, donc la section transversale de notre pièce qui était sollicitée à la compression. Là, c'est A. Alors, nous avons la force critique de l'air, que j'ai noté aussi comme ça, CE, qui était égal à pi carré et I sur LF carré. Alors la contrainte critique de l'air n'est rien d'autre que la force critique de l'air divisée par la section A. Alors, s'il faut développer, remplacer FCE par sa valeur là-bas, nous aurons pi carré et I sur A multiplié par LF carré. Alors, je vois que sigma et CE égale à pi et sur LF carré, et je peux écrire ceci comme ça, multiplié par I sur A. Et je vous ai bien signifié que les moments d'inertie ici, c'est les moments d'inertie minimum. Donc vous avez les moments d'inertie dans les deux axes. Le moment d'inertie qui sera le minimum sera les moments d'inertie utilisés dans les calculs de flambement. Alors là, ce moment d'inertie est minimum. Minimum. Alors le rapport I sur A me donne le rayon de gyration I, petit I. Donc ceci peut être écrit comme ça, égal à pi, le pi est au carré, pi carré et I, c'est le rayon de gyration min sur LF carré. Et le rayon de gyration en question, c'est la racine carrée de moment d'inertie divisé par A. Nous avons vu ça dans nos chapitres précédents. Alors, ceci sera le rayon de gyration au carré. Alors, je peux l'écrire aussi comme ça, sigma CE égale à pi carré et divisé par LF carré sur I carré. Voilà. Égal à pi carré et divisé par LF sur I min au carré. Et nous posons. Les rapports ici expriment les lancements du poteau. LF sur I min exprime les lancements du poteau. Donc posons LF sur I min égale à lambda P. C'est les lancements du poteau. Les lancements du poteau. Voilà. Ce qui fait que sigma CE égale à pi carré et divisé par lambda P au carré. Là, nous avons trouvé la contrainte critique de l'air. Donc nous avons trouvé la contrainte critique de l'air. Alors, il y a une théorie que vous pouvez faire. Il y a une théorie, bien sûr, et on nous dit nous avons une contrainte bien avant ça. Nous avons une contrainte qui est la contrainte critique la contrainte critique de l'air, qui sera aussi comparée à la limite élastique sigma E. Sigma E, c'est la limite élastique du matériau que nous allons utiliser. Donc, limite élastique
du matériau. La limite élastique du matériau. Donc là, nous avons notre lambda. Alors, nous allons faire ceci. C'est une théorie, vous pouvez écrire aussi. Supposons que la poutre soit parfaitement rectiligne. Donc la poutre est parfaitement rectiligne. Que l'effort F soit centré. Ok? La poutre est droite et l'effort est centré. Et que le matériau dont elle est constituée soit parfaitement homogène. Et là, ce sont des conditions d'utilisation, bien sûr, de la théorie d'Euler. Alors, on nous dit, si vous calculez votre contrainte sigma CE, on peut l'écrire ici. Si vous calculez votre contrainte sigma CE, si sigma CE, la contrainte critique d'Euler, vous calculez cette contrainte et vous trouvez que la contrainte sigma CE est inférieure à la limite élastique, cela veut dire que lambda poteau est supérieur à lambda limite. On va calculer une valeur de lambda limite. On va calculer une valeur de lambda limite qui sera égale à pi racine carrée du module d'élasticité sur sigma E. Donc, si vous calculez votre contrainte critique d'Euler et vous trouvez que cette contrainte est inférieure à la limite élastique, cela peut se traduire aussi que lambda du poteau est supérieur à lambda limite. Et là, vous pouvez tirer des conclusions pour dire que la poutre périra par écrasement dès que le rapport F sur A atteint la valeur de C de sigma CE. Donc, cette poutre qui est sollicitée au flambement, dès que vous trouvez que la limite, la contrainte critique d'Euler est inférieure à la limite élastique, et là, vous tirez la conclusion pour dire que la poutre périra par écrasement dès que F sur A, le rapport F sur A atteint la valeur de sigma CE. F sur A, c'est la contrainte à la compression. Ça, c'est la contrainte normale à la compression. Donc, je crois, vous comprenez très bien. Je répète la théorie. Si vous calculez la contrainte critique d'Euler et vous trouvez que cette contrainte est inférieure à la limite élastique, vous donnez la conclusion, vous dites que la poutre périra par écrasement. Périra par écrasement dès que la contrainte normale à la compression atteint la contrainte critique d'Euler. Et là, la poutre pourrait être détruite à l'écrasement. Alors, la deuxième condition, si votre contrainte critique est supérieure à la limite élastique, on vous dit la poutre périra par écrasement dès que F est A. Cette poutre périra aussi par écrasement dès que la contrainte normale qui est F sur A atteint la limite élastique. Donc vous voyez qu'il y a deux conditions qui sont différentes. Ici, il y a écrasement lorsque la contrainte normale atteint la contrainte critique d'Euler. Mais ici, il y a écrasement lorsque la contrainte normale de compression atteint la limite élastique du matériau, bien sûr. Alors, notez bien, on nous dit dans les dimensionnements, nous prendrons soin
de ne pas dépasser la valeur de la limite élastique sigma E. C'est-à-dire que la plus grande valeur que peut prendre sigma CE est celle de sigma E. Donc on nous dit que dans les dimensionnements, nous prendrons soin. Là, nous sommes en train, dans les dimensionnements, nous sommes en train de donner des dimensions maintenant à nos pièces, avant l'application, bien sûr, des charges. On nous dit, dans les dimensionnements, nous prendrons soin que la contrainte critique de l'air ait la valeur maximale qui est sigma E, la limite élastique. Donc là, c'est une théorie, c'est une imposition alors de dimensionnement qu'on nous donne. Alors, on nous dit, en remplaçant la valeur de la contrainte critique de l'air, sigma E, CE, par la limite élastique sigma E, dans la formule si haute, nous trouvons les lancements limites. Donc, regardez la valeur de la contrainte. La contrainte critique de l'air était égale à pi carré et divisé par lambda du poteau au carré. Maintenant, dans la théorie ici, on nous dit, en remplaçant cette valeur par la valeur de la limite élastique, sigma E égale à pi carré et divisé par, nous trouvons lambda limite, donc lambda limite de l'air. Là, c'est la valeur limite de lambda de l'air. Alors, je peux tirer là, lambda limite de l'air égale à pi carré et divisé par la contrainte élastique. Là, c'est la valeur de lambda limite de l'air. Donc, ceci veut dire tout simplement que si vous connaissez le matériau, c'est-à-dire vous connaissez son module d'élasticité, vous connaissez aussi sa contrainte limite. Remplacez la valeur de pi carré E sur sigma E, vous allez déterminer la valeur de l'élancement limite de l'air. C'est comme ça. Alors, désignons par lambda bar, désignons par lambda bar comme ça, l'élancement réduit. Donc, appelons ceci l'élancement réduit. L'élancement réduit. Comment trouver l'élancement réduit? L'élancement réduit lambda n'est rien d'autre que l'élancement du poteau divisé par l'élancement limite de l'air. C'est ça en fait, l'élancement réduit. Alors, en utilisant l'écriture lambda bar, on aura, vous voyez qu'on peut calculer l'élancement réduit, lambda bar, qui est égal à l'élancement du poteau. L'élancement du poteau est calculé en fonction de la section transversale du poteau en question. Donc c'est la section transversale qui existe d'abord et vous calculez son élancement de ces poteaux et après vous faites le rapport entre l'élancement du poteau et l'élancement limite de l'air et vous trouvez l'élancement réduit. Alors à partir de là, nous pouvons dire, je peux prendre cette valeur, cette formule de sigma CE. Sigma CE, je peux prendre sigma CE. Ici, j'aurai la valeur des lambda. Là, j'aurai la valeur des lambda limite. Donc là, c'est lambda limite, là, c'est lambda P. S'il faut déterminer, en fait, les deux valeurs. Donc, je prends lambda P au carré sera égal lambda P au carré sera égal à pi carré et divisé par sigma CE. Et lambda limite de l'air sera égal à pi carré et sur, ça c'est connu d'ailleurs,
Nous avons ces deux valeurs de lambda. Alors, s'il faut calculer maintenant lambda carré, donc vous allez voir, lambda bar au carré, ça sera lambda carré du poteau divisé par lambda limite, bien sûr, de l'air au carré. Je prends seulement les deux valeurs ici, je remplace, donc j'aurai pi carré E divisé par sigma CE, et tout divisé par pi carré E divisé par sigma E. C'est comme ça. Alors, comment est-ce que vous allez développer cela? Vous allez trouver que si j'annule le pi et pi e, vous allez déterminer la valeur de l'élancement réduit comme étant lambda bar carré égale les e va monter et j'aurai sigma e sur sigma ce. Donc, si vous connaissez déjà la valeur de la limite élastique et la valeur de la contrainte critique de l'air, vous pouvez faire ces rapports-là et vous allez déterminer les lambda réduits. Et cela veut dire que si vous voulez déterminer aussi CE, vous pouvez aller dans le même rapport, vous aurez sigma E divisé par lambda carré. Voilà. Donc vous pouvez déduire cette formule-là de cette manière-là. C'est plus facile. Donc la charge critique de l'air, vous allez voir, la charge critique de l'air pourrait être écrite maintenant autrement. Nous connaissons la contrainte critique de l'air. Cette charge critique de l'air, FCE, sera égale à la contrainte de l'air multipliée par la section. Multiplié par la section. Donc, cette charge critique de l'air sera la contrainte critique de l'air multipliée par la section. Or, la contrainte critique de l'air, c'est la contrainte que vous avez là-bas. Donc, c'est la contrainte que vous avez là. Vous avez sigma E divisé par lambda carré et puis multiplié par A. Donc, je peux aller comme ça, la force critique de l'air égale à sigma E multiplié par A sur lambda bar au carré. Vous pouvez dégager aussi cette formule-là sans problème pour calculer la longueur critique, la force critique de l'air. Je crois nous sommes là, il y a un petit exercice, on va faire un petit exercice pour calculer les lancements lambda. Les lancements lambda limite, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer cet élancement lambda. Et cet élancement limite lambda qui dépend aussi du matériau. Pour chaque matériau, on a un autre lambda. Donc chaque matériau a son lambda limite, son élancement limite. On va faire ce petit exercice et on va voir ce que ça va nous donner avant de voir la condition de validité de la formule de l'air. La formule de l'air a aussi une condition de validité, une condition d'utilisation. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Nous allons voir dans quelle mesure, dans quel domaine cette formule de l'air doit être utilisée. Et nous avons notre exemple d'application qui est là. On nous dit pour un acier dont le module d'élasticité égale à 210 000 newtons par millimètre carré et S 235, trouver la valeur limite, la valeur des lambda limite, la valeur limite des lancements, la valeur de l'élancement réduite limite de l'air. Alors, vous allez voir que ici nous avons comme module d'élasticité 210 000 newtons par millimètre carré. S 235, c'est la nuance d'acier. La nuance de l'acier dont la limite élastique est égale à 235 mégapascal, qui est 235 newtons par millimètre carré. Et on nous demande de déterminer
l'élancement limite des cétacés. Donc, vous pouvez calculer, vous avez la formule, l'élancement limite de l'air n'est rien d'autre que pi racine carrée de E sur sigma E. Nous aurons 3,14 multiplié par la racine carrée de 210 000 divisé par 235. Trouvez lambda limite de l'air égale. Vous pouvez calculer et vous allez trouver 93,9. C'est ça la valeur de l'élancement limite de notre acier que nous venons de calculer. Donc vous allez voir que le calcul de l'élancement limite est plus facile. Il suffit de connaître correctement le matériau, c'est-à-dire son module d'élasticité et sa résistance limite élastique, résistance élastique, et vous allez déterminer l'élancement limite de l'air sans problème. Alors, dans quelles conditions nous allons utiliser cette formule de l'air, la théorie de l'air? Conditions de validité. De la formule de l'air. Alors, vous écrivez la théorie, c'est vraiment important. Comme la théorie développée ci-dessous suppose que les matériaux est élastique linéaire, virgule, on peut montrer que la formule de l'air cesse d'être applicable pour des élancements inférieurs à lambda limite. Donc je crois on sait comprendre très bien. Donc lorsque vous avez la valeur de lambda limite comme ça, vous déterminez la valeur de votre lambda P, lambda du poteau, et vous trouvez que lambda du poteau est inférieur à lambda limite, automatiquement la formule de l'air cesse d'être appliquée. Donc par là, on veut vous dire tout simplement que on dit c'est pourquoi dans les cas de pièces courtes, c'est-à-dire lambda du poteau est inférieur à lambda limite. Donc lambda du poteau inférieur à lambda limite et à lambda limite de l'air. Nous avons aussi les cas où lambda est supérieur à lambda limite du poteau. Donc ici on vous dit la pièce est courte. Ici la pièce est longue. On nous dit c'est pourquoi dans les cas de pièces courtes, c'est-à-dire lorsque lambda du poteau est inférieur à lambda limite, là la pièce est courte, on peut appliquer une autre formule qui est la formule de l'air. Alors, je répète cette théorie, c'est important pour ceux qui nous suivent, ceux qui écrivent. Comme la théorie développée ci-dessous suppose que le matériau est élastique, linéaire, virgule, on peut montrer que la formule de l'air cesse d'être applicable pour des élancements inférieurs à lambda limite. Donc lorsque vous avez un élancement du poteau inférieur à lambda limite, et là la pièce est courte, vous n'utilisez pas la formule de l'air. La formule de l'air est applicable ici. Donc la formule de l'air est applicable si lambda du poteau est supérieur à lambda limite de l'air. Donc c'est une formule qui est applicable dans les cas de pièces longues. Si vous avez de pièces courtes,
n'utilisez pas la formule de l'air et utilisez une de formule telle que la formule des Rankine. Donc, vous pouvez utiliser la formule des Rankine pour les calculs de pièces courtes et la formule de l'air pour les calculs de pièces longues. Et on vous dit, c'est pourquoi dans les cas de pièces courtes, c'est-à-dire lambda, du poteau inférieur à lambda limite, on utilise la formule empirique. On utilise des formules empiriques. Des formules empiriques, ça y est, il y en a plusieurs. Vous avez, comme j'avais cité avant, vous avez la formule des Rankine, vous avez la formule des têtes malières, vous avez plusieurs formules. Mais seulement ici, en pratique, on utilisera la formule des Rankine. Nous allons exposer juste la formule des Rankine ici. Alors, je crois on en a fini avec la formule de l'air. Nous allons passer à la formule des Rankine. La formule des Rankine.